Donc, comme vous l'a dit Julien, on va parler aujourd'hui de tests, de stratégies de test pour des applicatifs qui utilisent du machine learning. Donc, comme il a dit aussi, je travaille à OUI SNCF, je suis ingénieur machine learning depuis bientôt 4 ans. D'ailleurs, petit sondage, qui dans la salle, d'abord, se définirait plutôt comme data scientist? Levez la main. OK. Qui se définirait plutôt vraiment comme data ingénieur? Et qui se définirait comme un rôle peut-être un peu mixte, machine learning ingénieur, ou un rôle un peu mixte entre data scientist et data ingénieur? OK, bon, il y en a quand même. Du coup, c'est comme ça que moi, je me définis. Donc, avant de vous parler un peu des stratégies de test que nous, on a adoptées à OUI SNCF dans notre équipe pour pouvoir tester nos applicatifs qui utilisent du machine learning, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'on fait dans notre équipe à OUI SNCF. Donc OUI SNCF, comme vous le savez sûrement, c'est le site où vous allez certainement acheter vos billets de train, mais pas que. Vous pouvez aussi acheter toutes les composantes de votre voyage, des billets d'avion, des chambres d'hôtel, louer des voitures, etc. D'ailleurs, c'est le premier site de e-commerce en France. Et pour pouvoir rester le premier site, il y a un travail constant qui est celui d'attirer du trafic, d'attirer les gens vers notre site pour qu'ils puissent trouver les outils pour pouvoir réserver leur voyage. Pour ça, on va aller investir sur des plateformes qui sont par exemple les moteurs de recherche comme Google, comme Bing, ou aussi des comparateurs, par exemple des comparateurs d'hôtels comme Trivago et comme TripAdvisor. Pour nous, c'est très important d'aller investir, d'être visible sur ces plateformes, parce que c'est vraiment une bonne partie de notre trafic, une grosse partie de trafic qui vient de ces plateformes, et ça représente vraiment beaucoup d'argent. Donc pour nous, ces applicatifs qui vont aller investir sur plateforme, c'est des applicatifs qu'on doit développer sur le long terme, qu'on doit continuer à maintenir, à améliorer pendant des années, et qu'on doit s'assurer de pouvoir faire tourner au quotidien. Comment ça marche? Par exemple, je vais prendre l'exemple de Google. Et je vais prendre l'exemple plus particulièrement des liens sponsorisés sur Google. Parce que quand vous faites une recherche sur Google, par exemple, vous cherchez train Paris-Lille, vous allez voir les résultats qu'on appelle naturels de votre recherche sur Google, les résultats de l'algorithme PageRank de Google, mais vous allez voir aussi, tout en haut, les résultats qui sont des liens sponsorisés. En fait, ce n'est pas forcément les résultats que Google estime les plus correspondant le mieux à votre recherche, mais c'est des résultats pour lesquels les annonceurs, les sites web ont payé de l'argent, ont mis une enchère, c'est-à-dire sont prêts à payer de l'argent à Google pour être présents. Par exemple, ici, OUI SNCF et GoEuro ont, a priori, si vous cliquez sur ces liens-là, vont payer de l'argent à Google. Et nous, notre travail, c'est de savoir quelle enchère mettre, c'est-à-dire quel argent on est prêt à payer à Google pour être présent le plus haut possible et attirer un maximum de trafic pour chacun des mots-clés possibles que peut rechercher l'utilisateur. Pour pouvoir faire ça, on va utiliser du machine learning et plus particulièrement de l'apprentissage supervisé. Parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de prédire, en fonction des différentes enchères qu'on pourrait mettre, quel va être le trafic qu'on va générer un jour donné et quel va être le revenu que ça va nous rapporter. Et du coup, on va pour ça se baser sur ce qui s'est passé par le passé sur ce mot-clé et sur d'autres mots-clés similaires. Donc du machine learning supervisé, vous savez comment ça marche. Il y a deux grandes phases. Il y a une phase d'entraînement et une phase de prédiction. Et durant la phase d'entraînement, on va avoir à la fois à disposition les variables explicatives, les données sur ici nos mots-clés, et la target, notre cible, le trafic qu'on cherche à prédire. Dans la phase de prédiction, par contre, on aura à disposition éventuellement que les variables explicatives. Et on va faire à chaque fois un feature engineering qui, normalement, doit être le même, sinon il y a un problème, puis entraîner notre modèle, et après, lors de la phase de prédiction, réutiliser notre modèle pour faire nos prédictions. Pour pouvoir faire ça, et vous allez très bien le comprendre si vous avez suivi ce matin l'excellente présentation de Romain Sajan sur le deep learning en production, parce que Romain Sajan travaille dans la même équipe. On a besoin de beaucoup de quantités de données, et c'est compliqué, ça serait très lourd de faire tourner ça sur une seule machine de développement. Donc on va pouvoir faire tourner nos entraînements, par exemple sur AWS, et on va faire tourner nos prédictions sur notre cluster Hadoop avec Spark en distribué. Pour pouvoir faire ça,
dans mon équipe qui s'appelle Astro, donc vous voyez le symbole au centre, nous disposons de diverses compétences. On a des data scientists, on a des data ingénieurs, on a des machine learning ingénieurs qui vont travailler tous ensemble presque sur les mêmes tâches pour réaliser les objectifs de l'équipe. Et ces objectifs-là, on va y travailler en mode agile, en Scrum, avec des itérations de 2 semaines, pour pouvoir valider petit à petit nos hypothèses, et on va être accompagné par un Scrum Master et un Product Owner. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir de tout le contexte que je vous ai présenté, qui va être important pour vous après pour comprendre la stratégie de test que je vais vous expliquer, c'est qu'on développe déjà des jobs qu'on va pouvoir maintenir et améliorer sur le long terme. Ce n'est pas des jobs one-shot pour faire une analyse, c'est vraiment quelque chose qu'on va continuer à utiliser pendant très longtemps. On va utiliser de l'apprentissage supervisé, on va utiliser des grosses quantités de données, et on dispose d'une équipe multidisciplinaire avec des gens qui ont vraiment de fortes compétences en développement logiciel et d'autres gens qui ont plutôt des fortes compétences en machine learning, en apprentissage statistique. Maintenant, on va passer un peu plus au cœur du sujet. Donc pour nous, quand on s'est lancé sur ce projet-là, quand on s'est lancé sur les différents projets sur lesquels on a travaillé, c'était très important, grâce aux compétences qu'on avait en développement logiciel, de pouvoir tester nos produits, nos projets, nos applicatifs. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, je vais repartir un peu de la base. Désolé pour ceux qui sont un peu déjà experts de ces questions-là. On va parler déjà un peu des tests en général et des différents types de tests qui existent. Une représentation assez classique des tests qu'on peut faire sur un applicatif, c'est de les représenter sous forme de pyramide. C'est ce qu'on appelle la pyramide des tests. Ce que vous avez à la base de la pyramide, c'est les tests unitaires qui vont tester des fonctions simples qui ont un seul comportement a priori. Après, on va avoir des tests d'intégration qui vont tester des briques, par exemple, où vous avez plusieurs fonctions qui sont lancées. Et ensuite, vous avez des tests vraiment haut niveau, des tests IHM, des tests sur votre applicatif qui vont tester un comportement, par exemple, de l'utilisation de votre applicatif par un utilisateur. Ces tests, ils ont des natures différentes, puisque, comme vous voyez dans les axes abscisses, dans les ordonnées, plus vous allez monter dans la pyramide, plus vous allez avoir des tests qui sont coûteux, parce qu'ils vont tester des comportements complexes. Au contraire, plus vous allez baisser dans la pyramide, plus vous allez aller vers les tests unitaires, plus vous allez avoir des tests qui vont être rapides, qui vont être fiables, et qui vont être rapides, fiables, précis. Donc généralement, on va avoir tendance à essayer de faire beaucoup de tests unitaires pour bien tester chacun des comportements individuels de notre fonction, de nos morceaux de code, et ensuite avoir des tests d'intégration simples, et en plus faible quantité, et des tests de bout en bout et IHM encore en plus faible quantité. Donc on va commencer par parler des tests unitaires. Bon, déjà, par parler juste d'un test. Alors moi, un format que j'aime bien sur les tests, là vous avez du Python pour ceux qui aiment bien le Python, c'est ce format given, when, then. C'est de commencer, pour avoir cette structure-là, par définir les données de nos tests dans le given, puis avoir le when pour définir qu'est-ce qu'on veut tester, quel bout de test on va tester, et avoir le then pour définir qu'est-ce qu'on veut vérifier à la fin. Quand vous allez lancer vos tests, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir généralement dans votre IDE soit du vert, soit du rouge. Si c'est du vert, c'est que votre test est passé, votre code a bien le comportement que vous vouliez vérifier. Si c'est du rouge, il y a un problème, le code, enfin, c'est pas forcément un problème, on va en parler, mais en tout cas, le code n'a pas le comportement que vous cherchez à vérifier. Une manière de décrire ces tests, c'est de faire du TDD, du Test Driven Development. Le principe du TDD, déjà, c'est un type de test first. C'est-à-dire qu'on va écrire le test avant d'écrire le code. On va partir de l'étape du haut. On va écrire un test pour tester un comportement qu'on va vouloir ajouter à notre code. Un comportement le plus simple possible. Bien sûr, si on quand on va lancer le test va échouer, parce qu'on n'a pas écrit le code qui rajoute ce comportement-là. Et du coup, ensuite, on va écrire le code, et encore une fois, le code le plus simple possible pour faire passer le test, pour avoir ce comportement dans notre code.
On a écrit le test le plus rapidement possible, le plus simplement possible, pour ne pas rentrer dans un effet tunnel. Et du coup, ensuite, on va pouvoir faire du refactoring. On a tous nos tests qui vérifient tout le comportement de nos codes. Et du coup, de manière sécurisée, on peut modifier notre code, renommer nos fonctions, réorganiser nos classes pour, par exemple, éviter de la duplication, pour rendre le code plus clair, etc., etc. Et vérifier grâce à nos tests qu'on ne modifie pas le comportement de nos codes. Et ainsi de suite. Après, on peut rajouter du comportement, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait le comportement voulu. Quel est l'avantage de faire du DD, d'écrire des tests en général? Déjà, les tests ils vont permettre de documenter ce que fait notre code. Par exemple, ici, j'ai lancé l'ensemble des tests d'un de mes applicatifs. Alors, en fait, la sortie était bien plus longue que ça, parce qu'il y avait bien plus de tests que ça. Mais en tout cas, vous voyez, pour chacune des fonctions qui sont testées dans mon test, une description de tout ce que fait la fonction. Parce qu'on a des tests qui vont tester chacun des comportements de chacune des fonctions. Un deuxième truc que ça va nous permettre, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure quand je parlais du TD, de éventuellement changer notre code en étant plus ou moins assuré de ne pas modifier le comportement de notre code. Par exemple, si on veut refactorer notre code, le réorganiser, renommer les fonctions, ou aussi, par exemple, si on veut faire évoluer les librairies qu'on utilise dans notre code, passer à la version de Spark suivante. Bon, ça peut poser aussi des problèmes si vous utilisez Spark dans vos tests, qui risque d'être le cas. Donc, vous pouvez d'abord commencer par par updater vos tests avant d'updater votre code. Et comme ça, vous avez toujours vos tests quand vous updatez votre code qui vérifient que vous ne modifiez pas votre comportement en updatant votre librairie. En plus de vérifier qu'on ne change pas de comportement, ça va me permettre aussi de nous aider à faire évoluer notre applicatif et à rajouter de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, si vous voulez ajouter de nouvelles sources de données ou modifier votre feature engineering, vous allez modifier votre code. Si vous avez commencé par modifier les tests pour essayer de tester le nouvel comportement, quand vous allez lancer les tests, après avoir modifié le code, vous allez pouvoir vérifier non seulement que vous avez le nouvel comportement, mais aussi et surtout que vos modifications n'ont pas eu ce qu'on appelle des effets de bord et n'ont pas modifié le reste du comportement de votre applicatif. Un dernier avantage qu'on peut citer, c'est au niveau du design de votre code. Bien le tester, ça va vous forcer à avoir un design plus modulaire, parce que ça va être plus facile de tester si vous avez des fonctions qui ont un seul comportement, qui auraient une seule raison d'être modifiées. Donc au lieu d'avoir une grosse fonction avec un nom barbare, avec un nom qui ne veut rien dire, qui fait plein de trucs, eh ben, vous allez être plus forcé à avoir des petites fonctions qui ont un seul comportement et dont le nom indique le comportement, enfin ce que fait la fonction. Quelles sont les parties qui sont faciles pour nous à tester avec des tests unitaires, par exemple? Ben, c'est par exemple les parties dans notre applicatif qui utilise du machine learning, ça va être les parties, par exemple le feature engineering. On sait bien ce que fait le feature engineering. Il prend des données, il les transforme, il renvoie d'autres données. C'est facile à tester. On peut tester aussi la récupération de données, on peut tester l'envoi des résultats avec des mocks, tout ça. Donc ça, c'est les parties qui vont être faciles à tester. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Bon, là, pour l'instant, on a parlé des tests unitaires. On va un peu parler des tests d'intégration, de comment tester nos briques. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux grandes briques, la brique qui va faire l'entraînement du modèle, la brique qui va faire la prédiction. Donc, si on voulait créer un test pour tester la brique d'entraînement, on pourrait se dire, OK, je vais avoir en entrée de mon test, en orange, mes données, c'est-à-dire mes variables explicatives, la variable que je cherche à expliquer, la cible. Je vais lancer mon feature engineering, mon entraînement, et en sortie, je vais avoir mon modèle. Et je peux vérifier que j'ai bien un modèle assorti. Donc ça peut être un test, on va en reparler, qu'on pourrait faire. Un autre test qu'on pourrait faire, c'est tester à la fois la partie entraînement et la partie prédiction. Donc en entrée, je vais avoir mes données d'entraînement, je vais avoir mes données de prédiction. Je vais lancer mon entraînement, récupérer mon modèle. Je vais lancer ma prédiction grâce au modèle que j'aurai entraîné, récupérer mes prédictions, et je peux vérifier en sortie que j'ai bien mon modèle, que j'ai bien mes prédictions, qu'elles ont bien le bon format. Mais comment bien écrire ce test? Comment bien écrire ces tests? Parce que ça ne peut pas poser problème.
Ben si, en fait, ça peut poser problème parce qu'il y a certains critères qu'on va vouloir respecter quand on écrit des tests et qui sont assez importants que je vais vous présenter tout de suite. Un premier critère, ça sera un critère de maintenabilité de nos tests. Pourquoi on écrit les tests? On en a parlé, c'est pour nous aider à avoir un code de qualité qu'on va pouvoir faire évoluer de manière simple et de manière sécurisée. Le problème, c'est que si nos tests, à chaque fois qu'on fait évoluer notre code, on doit faire, à chaque fois qu'on veut rajouter une petite fonctionnalité, on doit changer tous nos tests, ben, c'est qu'il y a un problème. C'est que nos tests, notre stratégie de test, n'est pas maintenable. Par exemple, un exemple pour lequel je serai un peu dubitatif, c'est d'avoir, enfin un peu inquiet, c'est d'avoir un test qui testerait juste la partie prédiction et qui prendrait en entrée un modèle déjà entraîné qui serait stocké avec l'applicatif. Le problème de faire ça, c'est qu'à chaque fois que vous voudrez faire un peu évoluer votre modèle, changer le feature engineering, rajouter des sources de données, changer de modèle, dans plein de cas, vous allez être obligé de modifier le modèle qui est stocké dans votre test. Donc ça risque d'être un peu lourd au niveau des modifications à faire. Un autre critère qu'on voudrait respecter, c'est la fiabilité de nos tests. Qu'est-ce que c'est la fiabilité? Alors, nos tests, ce qu'on voudrait, c'est, dans l'idéal, on voudrait que si nos tests sont en vert, c'est-à-dire que notre code est parfait et fait exactement ce qu'on veut. Bon, ça, malheureusement, on ne peut pas en être sûr. Mais par contre, ce qu'on voudrait être sûr, c'est que si nos tests sont au rouge, c'est qu'il y a un problème. C'est que notre code n'est pas bon et qu'il y a un bug dans notre code. Et malheureusement, parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, certains tests, ça arrive à certaines personnes d'avoir des tests rouges. En fait, le code est très bien. C'est qu'il y a un problème dans la fiabilité des tests. C'est qu'il y a là, donc, un test fiable, ça serait un test où il n'y aurait pas de fausse alarme comme ça, où le test serait rouge alors que le code alors qu'il n'y aurait pas de bug. Un exemple où pour moi ça pourrait arriver, ça serait un test où, comme tout à l'heure je vous parlais, on teste à la fois l'entraînement et la prédiction, mais au niveau de la prédiction, on va comparer les prédictions avec des prédictions préenregistrées, des valeurs exactes de ce qu'on pense que le code devrait prédire. Le problème de ça, c'est que dès qu'on va changer quelque chose, dès qu'on va changer le feature engineering, changer le modèle, peut-être qu'en fait on va améliorer notre modèle et pourtant les prédictions vont être bien sûr différentes et du coup le test va échouer. Et il va échouer alors que en fait, le code est très bien. Pourquoi ça? Parce qu'un modèle, par définition, ça sert à simplifier la réalité, à simplifier la réalité, et dans un cas concret, dans un applicatif, on pourrait avoir plusieurs modèles qui seraient satisfaisants. On pourrait, par exemple, si on cherche à prédire ce qui est en ordonnée ici à partir de ce qui est en abscisse, on pourrait utiliser un modèle linéaire, on pourrait utiliser un modèle à base d'arbres. Peut-être que le taux d'erreur serait exactement le même, et peut-être que les modèles seraient exactement aussi satisfaisants l'un que l'autre, et pourtant, ils ne prédisent pas du tout la même chose. Enfin, pas exactement la même chose. Parce que, comme j'ai dit, ce qui est important dans le machine learning, c'est souvent des métriques, comme par exemple, si on fait de la régression, ça va être un taux d'erreur. Et du coup, on voudrait qu'il soit le plus proche de 0 possible, mais on n'arrivera jamais à avoir un taux d'erreur à 0, parce que sinon, c'est qu'on est des dieux ou je ne sais pas trop quoi. Mais du coup, généralement, le taux d'erreur il sera plus ou moins élevé, et ce qu'on aimerait, c'est qu'il soit le plus faible possible, qu'il soit par exemple en dessous d'un certain seuil, mais du coup, ça fait qu'on n'a pas, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre pourrait s'attendre à un développeur classique, on n'a pas de sortie vraiment exacte attendue à notre test. On ne sait pas quelle devrait être la sortie exacte si on passe telle donnée à notre modèle. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on voudrait que le taux d'erreur soit, par exemple, inférieur à un certain seuil, ou en tout cas, par rapport à notre code précédent, qu'il n'augmente pas. Qu'est-ce qu'on peut retenir du coup de cette partie que je viens de présenter? C'est déjà qu'on va pouvoir utiliser des tests unitaires classiques, tels qu'on a l'habitude de faire sur des applicatifs qui n'utilisent pas du machine learning, pour tester par exemple le feature engineering ou d'autres parties de notre code. On va aussi pouvoir créer des tests d'intégration simples pour tester nos briques d'entraînement, nos briques de prédiction, mais qui vont peut-être s'assurer que notre brique n'échoue pas, qu'elle peut tourner, mais qui ne vont pas forcément s'assurer qu'elle a des performances suffisantes. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, il n'existe pas de sortie vraiment auquel on s'attend a priori en sortie de notre rubrique de prédiction, par exemple.
Donc du coup, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave de ne pas avoir de tests automatiques qui vont tester que notre modèle a des performances suffisantes? Nous, la première idée qu'on a eue, c'est de dire, OK, peut-être que c'est pas trop grave. Quand on veut faire évoluer notre partie machine learning, quand on veut tester de nouveaux modèles, quand on veut tester des nouveaux feature engineering, on aura forcément toute une partie manuelle, on va tester plein de modèles, on va avoir nos data scientists qui vont, grâce à leur joli notebook Jupyter, analyser les performances des différents modèles et dire ok, tel modèle est le meilleur, et une fois qu'on est sûr que tel modèle est le meilleur, on va hop, le mettre en production et tout se passera bien. Problème de ça, un problème, c'est que du coup, là on a une symétrie, on a le data scientist qui est capable de valider que notre applicatif n'a pas de problème, qui est capable de faire une recette, mais on a le data ingénieur qui n'en est pas forcément capable, qui ne maîtrise pas forcément les notebooks Jupyter, qui ne sait pas forcément valider que nos modèles ont une qualité suffisante. Bon, toujours, a priori, on a peut-être toujours notre data scientist à disposition, peut-être que ça ne cause pas problème. En tout cas, ça nous a causé problème. Comment ça nous a causé problème? Enfin, une des fois où ça nous a causé problème, dont je me souviens, c'est un truc bête. Un jour, on avait notre modèle, il fonctionnait très bien, notre applicatif il fonctionnait très bien, et je ne sais plus trop pourquoi, on a voulu un peu modifier la partie ingestion de données, récupération des données d'entrée. En fait, à l'origine, quand on avait créé notre applicatif, quand on rentrait des données dans notre applicatif, elles étaient, que ce soit lors de l'entraînement ou lors de la prédiction, dans un certain ordre. Toutes les colonnes étaient dans un certain ordre, A, B, C. Et là, après cette modification qu'on pensait bénigne, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ordre n'était plus forcément le même au niveau de l'entraînement et au niveau de la prédiction. On avait bien testé notre feature engineering, on avait essayé de tester tous les comportements qu'on pensait vouloir avoir dans notre feature engineering, dans notre transformation de données, mais en fait, on avait oublié, dans notre transformation de données, de s'assurer de réordonner les colonnes. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, en fait, les performances du modèle se sont légèrement dégradées. On ne s'est pas trop inquiété, on s'est dit c'est peut-être normal, il y a peut-être eu un changement, un nouvel acteur qui est rentré en jeu, tout ça. Et après, on a retravaillé sur nos modèles, tout ça, et c'était bizarre. Parfois, on faisait des tests sur notre notebook Jupyter, ça semblait concluant, et quand on voulait... enfin voilà, on avait du mal à améliorer les performances de modèles, on ne comprenait pas, et on a fini par trouver ce problème-là. Quelle est la cause de ce problème-là? A priori, c'est qu'il manque un test d'intégration. Il manque un test d'intégration qui valide l'intégration de la partie entraînement et la partie prédiction, le fait qu'elles sont bien intégrées entre eux et qu'une modification sur l'un ne va pas causer des problèmes dans l'ensemble de l'applicatif. Là, on s'est dit, vraiment, il faut améliorer notre test d'intégration après l'entraînement et de la visite de prédiction pour éviter d'avoir ces problèmes-là. Donc, voilà, le problème, c'est toujours le même, c'est que tout ce qu'on ne peut pas valider des sorties précises, tout ce qu'on peut valider éventuellement, c'est un taux d'erreur, par exemple. Mais le problème aussi, c'est que en production, en réalité, tout ça s'effectue, c'est des grosses quantités de données qu'on ne va pas pouvoir forcément récupérer à chaque fois sur notre poste de développement. Parce que surtout, ces données, elles évoluent, la situation évolue, et ce qui marchait hier peut ne plus marcher aujourd'hui. En fait, une première idée qu'on a eue, c'est d'essayer de se débrouiller avec des échantillons de données. On a dit, OK, je vais essayer de créer des échantillons plus ou moins représentatifs qui vont me permettre de tester les comportements de mon modèle et de m'assurer que tout va bien et que quand je fais mon entraînement puis ma prédiction, je n'ai pas de problème. Le problème, c'est que cette histoire d'échantillons représentatifs, rapidement, ça nous semblait un peu compliqué. Pourquoi? Parce que généralement, quand on fait de la modélisation, on veut utiliser plein de colonnes, on veut utiliser plein de dimensions. Et on a ce qu'on appelle le curse of dimensionality, c'est-à-dire que la quantité de données qu'il faut utiliser pour avoir un truc un peu représentatif, ça évolue un peu exponentiellement en fonction du nombre de dimensions. Du coup, dès qu'on arrive avec je sais pas moi, plus d'une dizaine de dimensions, on commence à devoir récupérer vraiment beaucoup de données pour pouvoir entraîner un modèle qui ait les mêmes comportements que sur l'ensemble de nos données.
Alors là, on a nos data ingénieurs qui se sont dit, non mais vous inquiétez pas, vous avez besoin de plein de données. Bah, en fait, c'est un problème qui peut arriver. Nous, par exemple, il y a des sujets, des histoires de property-based testing, de tests d'invariance, où on s'amuse à générer des données, générer des fausses données pour pouvoir tester une propriété de notre code. Donc on pourrait faire la même chose. On pourrait avoir, nous, ça de nos côtés, un modèle, un générateur qui va générer des données sur lequel on va pouvoir entraîner notre modèle. Après, là, on va pouvoir faire des prédictions et on va pouvoir essayer de valider les comportements de notre modèle. D'ailleurs, nous, en tant que les data scientists, ça nous connaît un peu. On connaît un peu des modèles génératifs qui, en plus d'apprendre à prédire une variable en fonction de variables explicatives, apprennent aussi la distribution de probabilité des différentes données entre elles. Le problème de ça, en y réfléchissant, sur lequel on s'est rapidement confronté, c'est que ça risque de ne pas être très fiable. C'est-à-dire, là, on génère des données qui ne correspondent pas vraiment aux données de production. Et du coup, si notre test échoue, est-ce que ça vient du fait qu'on ait introduit un bug dans notre code, ou est-ce que ça ne peut pas venir de notre modèle génératif qui, en fait, ne reproduit pas bien la réalité. Et du coup, on aurait introduit une nouvelle donnée, une nouvelle information qu'on n'aurait pas réussi à reproduire dans notre modèle génératif, qui aurait fait que notre test échoue, et du coup, en fait, notre code serait très bien. Et après, on s'est dit, même si on réussit à résoudre ce problème, avoir un modèle génératif super qui réussit à vraiment créer des données telles qu'on puisse vraiment entraîner un modèle et faire des prédictions et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans notre code, le problème, c'est que ça risque d'être difficilement maintenable. C'est-à-dire que dès qu'on va vouloir rajouter de nouvelles données, changer de modèle, on risque de restaper le fait de faire plein d'analyses et d'essayer de trouver un nouveau modèle génératif pour générer nos données. Donc en fait, après réflexion, et sans avoir vraiment beaucoup creusé le problème, et juste en réfléchissant, on s'est dit que ce n'était pas forcément une approche à adopter. Et là, on s'est posé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter le problème la dernière fois? Ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une modification de notre code, n'importe quelle modification, il faudrait demander à notre data scientist d'aller valider que les performances de notre applicatif sont toujours aussi bonnes. Et comment il aurait fait ça? Il aurait fait ça pas dans le petit laboratoire, pas sur son petit environnement de développement. Il aurait sorti à l'extérieur, il serait sorti dans la jungle des données réelles et il aurait validé sur des vraies données. Mais il aurait validé, il n'aurait pas fait n'importe quoi pour valider, il aurait suivi un certain nombre d'étapes, il aurait calculé des métriques, il aurait validé ces métriques. Et ces étapes-là, on pourrait les reproduire. On pourrait faire exactement la même chose que fait notre data scientist, c'est-à-dire en fait automatiser la manière dont il fait sa recette. Pourquoi faire ça? Pour que tout le monde puisse le faire. Pour qu'on puisse le faire à chaque fois qu'on fait une modification, même si c'est une modification, et que ça a un risque de créer un problème. Pour que même nos data ingénieurs, même les nouvelles personnes qui arrivent sur le projet, soient capables de valider notre applicatif quand ils font une modification. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Une idée assez simple, c'est tout simplement de lancer notre applicatif si on a fait une modification dans notre applicatif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre applicatif avant la modification, on va lancer un entraînement, on va lancer des prédictions, on va calculer nos métriques, notre taux d'erreur sur notre jeu de test. Et après, on va reprendre notre applicatif après la modification, on va faire les mêmes étapes, on va calculer les mêmes métriques, et on va pouvoir comparer nos métriques avant modification, après modification, et s'assurer que notre modification n'a pas dégradé les performances de notre applicatif. Est-ce que c'est maintenable? A priori, ça a l'air assez maintenable. Pourquoi? C'est que c'est un test vraiment très boîte noire. On lance tout notre applicatif, c'est un test de bout en bout, on lance tout notre applicatif, quels que soient les changements qu'on ait fait dans notre applicatif, on se contente de la lancer dans la manière dont elle est lancée en production, avant modification, après modification, et de valider que tout marche bien. Donc, quels que soient les changements qu'on a fait dans notre applicatif, on va pouvoir toujours lancer le test avec un minimum de modifications. Et du coup, ça sera assez facile de maintenir ce test-là, même avec tous les changements qu'on va pouvoir apporter à notre applicatif. Est-ce que c'est fiable?
a priori aussi, c'est assez fiable. Pourquoi? Parce qu'on a essayé vraiment de reproduire la manière dont on aurait recetté de toute façon notre applicatif. Donc on a essayé vraiment de reproduire toutes les démarches d'un data scientist. On n'a plus oublié quelque chose un jour, mais si on a oublié quelque chose un jour, c'est pas grave parce que dès qu'on va s'en rendre compte, on va rajouter ce nouveau test, cette nouvelle métrique qu'on n'a pas analysée. Peut-être que de toute façon le data scientist aurait oublié de le faire aussi, mais sauf que là, à chaque fois qu'on va le faire, on va l'automatiser et du coup on sera sûr qu'à l'avenir, on ne l'oubliera pas. Après, est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans? S'il y a un problème, donc un critère qu'on peut avoir sur les tests, dont je ne voulais pas trop parler, c'est la rapidité des tests. Parce que pourquoi on fait des tests? Pour pouvoir les lancer le plus souvent possible lors des phases de développement, pour pouvoir pas rentrer dans l'effet tunnel, on commencera à faire des bêtises et on continuerait à le faire sans s'en rendre compte. On veut pouvoir lancer le plus souvent les tests, et du coup, pour pouvoir lancer le plus souvent les tests, il faut qu'ils soient rapides, sinon on ne va pas le faire. Le problème de ces tests de bout en bout, c'est que c'est assez lent. Ça prend, on lance tout notre applicatif, ça prend beaucoup de temps. Mais le truc, c'est que, a priori, on n'a pas trouvé d'autres solutions pour le faire. Donc plutôt que pas faire de tests, comme ce qu'on faisait à l'origine, qui prend d'ailleurs encore, du coup, ce qui fait qu'on peut introduire des bugs ou alors que ça prend encore plus de temps parce qu'on doit valider manuellement, l'enjeu, c'est plutôt d'accélérer, de rendre plus facile le lancement de ces tests pour pouvoir les lancer le plus régulièrement possible. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que déjà, c'est dangereux de skipper des parties, skipper des tests, de ne pas tester automatiquement tout ce que fait notre applicatif, mais que c'est compliqué dans un applicatif qui est du machine learning, qui est censé apprendre un comportement de la vie réelle, de ne pas utiliser des données qui sont les données de la vie réelle pour tester notre applicatif. Et du coup, pour faire ça, on va être obligé de le tester, pas forcément dans l'environnement de développement, et du coup, on va avoir un problème qui va être d'automatiser, d'accélérer le lancement de ces tests, la rapidité de ces tests. Voilà. Alors, il me reste un peu de temps, mais en fait, c'est pas fini. Parce que, est-ce que c'est suffisant tout ça? Ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on cherchait à faire, c'est, dans l'applicatif qui fait du machine learning, c'est d'apprendre un comportement de la réalité. À un moment, d'ailleurs, j'ai comparé la réalité un peu à une jungle. La réalité, c'est un peu messy, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et d'ailleurs, en fait, la réalité aussi, ça peut changer. Il peut y avoir des changements qui arrivent qui font que notre applicatif, qui marchait super bien et qu'on n'a pas modifié, soudain se mette à moins bien marcher. Et du coup, on pensait avoir fait quelque chose qui marchait super bien. Soudain, il y a un nouveau acteur qui rentre en concurrence. Notre applicatif marche moins bien. Et nos stakeholders, ils nous disent qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait un bug? Non, on n'a rien fait. Et du coup, il faut pouvoir réagir à ça. Une manière de réagir assez simple, ça serait de réentraîner notre modèle. La situation a changé, les données ont évolué. Et ce qu'on pourrait faire, c'est régulièrement calculer, vérifier nos métriques, vérifier qu'on fait des bonnes prédictions. Si les prédictions sont toujours aussi bonnes, on ne fait rien, on peut continuer à dormir. Et si les prédictions se dégradent, là, on lance automatiquement un réentraînement du modèle et on espère que le modèle qui s'est entraîné avec ces nouvelles données retrouve des performances qui soient suffisamment bonnes. A priori, c'est très bien. Ça peut marcher, en tout cas pendant assez longtemps, mais ça peut soudainement se mettre à pas marcher. On peut rencontrer dans notre jungle une chose assez terrifiante, un tir, qui fait que soudainement, notre modèle qui marchait super bien, on avait décidé de faire un random forest, ça marchait toujours super bien, et soudain, notre random forest, on a beau le réentraîner, il ne marche plus. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait essayer de trouver un nouveau modèle qui marche mieux. Mais comment faire pour perdre le moins d'argent possible entre-temps? Parce que le temps, c'est de l'argent. Notre modèle il est fait pour que notre business fonctionne bien. Et on veut qu'il y ait un minimum d'interruption dans le bon fonctionnement de notre modèle. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on soit alerté le plus rapidement possible si les performances de notre modèle se dégradent. Donc pour être alerté, on peut calculer des métriques et si ces métriques se dégradent, on envoie un email, on réveille quelqu'un la nuit, enfin peut-être pas, mais en tout cas on réagit rapidement. Le problème c'est qu'on peut louper des trucs.
On peut avoir ce qu'on veut, c'est que notre alerting aussi ne nous réveille pas tous les matins. Du coup, on veut qu'il nous réveille vraiment, qu'il nous alerte vraiment qu'il y a un problème. Mais parfois, du coup, il peut louper certains problèmes. Et du coup, il faut aussi avoir des outils d'analyse qu'on va pouvoir utiliser régulièrement, des outils de monitoring, pour pouvoir aussi vérifier un peu manuellement et facilement que notre modèle marche toujours aussi bien. Donc tout ça, on peut le baser sur les mêmes métriques qu'on peut calculer quotidiennement, qui peuvent aussi nous servir à lancer des réentraînements automatiques, et qui peuvent, en fonction de la nature de ces métriques, nous servir à alerter nos développeurs ou au moins à les aider à analyser la situation. Donc qu'est-ce qu'on a vu? C'est que c'est pas parce qu'on ne fait pas de changements dans notre code que notre code ne peut pas se mettre à plus aussi bien marcher qu'avant, parce que la situation dans laquelle notre applicatif évolue, elle peut changer. Et du coup, il faut, une première solution, c'est de lancer des réentraînements automatiques, mais aussi c'est de tester, vérifier, valider régulièrement les performances de notre modèle, tester régulièrement que notre modèle a toujours les mêmes performances, et être alerté ou être capable d'analyser facilement ces performances pour pouvoir réagir en cas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on a vu durant toute cette présentation? Quelle est la stratégie que je vous ai présentée, qu'on a mise en place chez WeSNCF? Déjà, on a mis en place classiquement des tests unitaires, des tests d'intégration, tels qu'on le fait sur d'autres applicatifs, pour pouvoir tester les parties de code qui sont testables de cette manière. On a mis aussi en place des tests qui sont capables de valider les performances de notre modèle pour s'assurer que des changements qu'on fait sans trop valider notre modèle n'ont pas d'impact sur les performances de notre modèle au final. Enfin, on a mis en place du monitoring, de l'alerting, c'est du réentraînement automatique, pour s'assurer que les performances qu'on a le jour J continuent à être aussi bonnes dans le temps. On peut représenter ça un peu aussi sous forme de pyramide, si on veut. Et dans ce cas-là, j'ai rajouté un nouvel axe, qui serait un axe de distance par rapport à l'environnement de développement au moment du lancement des tests. Les tests unitaires et les tests d'intégration simples dont je vais parler, on va pouvoir les lancer facilement depuis notre environnement de développement, parce qu'on peut les lancer sur nos échantillons de données, on peut les lancer sur nos données fake, et on peut lancer tout au cours du développement très facilement. Les tests de validation des performances, on va être obligé d'utiliser des données réelles, des données de production pour les lancer. Et du coup, peut-être qu'on va pas pouvoir le faire sur notre environnement de développement, peut-être qu'on va pouvoir le faire, mais en tout cas, ça va être plus dur par rapport à notre environnement de développement classique. Ça va être plus éloigné. Et enfin, le monitoring, l'alerting, ça, on va le faire carrément, certainement en production, ou en tout cas à un endroit où on récupère les données de production, les données réelles au jour le jour, et du coup un environnement encore plus éloigné de notre environnement de développement. Donc voilà, merci pour votre attention, et maintenant c'est le temps des questions si vous en avez.